Kid. Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde. Écoutez, je dois vous dire bonne année. C'est notre premier contact depuis le début de cette nouvelle année 2025. 2024 a été une année assez difficile. Alors là, quand on regarde l'actualité, on se dit, est-ce que ça va aller mieux? Évidemment, on est tous un peu préoccupés par Donald Trump. Puis il y a aussi des gens qui se préoccupent de choses beaucoup plus simples. Hein? Bon, premièrement, rappelons qu'à Montréal, en tout cas, ramassage des sapins, c'est demain. Hein? Mercredi, on a une dernière chance. La semaine prochaine, après ça, c'est fini. Vous êtes pognés avec. Vous allez le planter, puis il va faire des belles aiguilles brunes. Salut, Cybèle. Allô? Je savais pas, moi, pour le sapin. Ton sapin, est-ce que tu avais un sapin naturel? Un mini. Oui, c'est la première fois. L'année passée, j'en avais pas. Puis je me suis dit, plate, un Noël, pas de sapin. J'en ai toujours eu chez moi, des gros. Des beaux sapins baumiers. Mais là, cette année, j'en avais un tout petit 2 pieds de haut. Et justement, ça fait 2-3 fois que je passe dans la rue et je vois les sapins traîner un peu partout. Puis là, tu vois, c'est mon lascal, je pense, avec toi aujourd'hui. C'est le moment. Ça veut dire que c'était mercredi passé, ce mercredi et la semaine prochaine. Puis, mais ceci dit, on a 3 chances cette année quand même. OK, mais donc ça, il me resterait une dernière chance, mettons que j'ai la tête en l'air. Que je te voie laisser des glaçons dedans. Ah non, j'en ai pas mis. T'en as pas mis? Non. Moi, j'ai mis des petites boules, des lumières. J'ai pas trop décoré. Il était un petit peu... il manquait d'étoffe un peu, mon sapin. Mais faut dire que le glaçon, c'est un peu une décoration d'une autre époque. T'sais, juste à la regarder, cette décoration, tu regardes, il me semble que ça doit pas être bien bon pour personne, ça. Hein? Quand ça traîne, mais il y a quelque chose avec les brillants. Moi, cette année, j'avais une réunion familiale et l'hôte nous a spécifié... Là, cette année, je ne veux pas que vous apportiez des cartes avec des petits glitters parce qu'il va en avoir partout en grandeur de la maison. Oui, mon Dieu, tu parles d'une règle de Noël. Là, c'est comme les confettis. Il paraît que c'est plus acceptable. C'est le fun au moment où tu les lances, mais 10 minutes après, ça fait un peu chier tout le monde. Il faut aller avec des grains de riz. Ça a l'air. C'est ça qui est le mieux. Avec des grains de riz? Des grains de riz. Quand dans un mariage, là, tu veux pitcher des confettis, tu peux pitcher des grains de riz. Bon, j'imagine que ça se ramasse bien. Bon, oui, on puis prend ça se composte naturel. Ceci dit, j'ai vérifié avec les gens de la ville de Montréal parce qu'on a bien vu des gens se plaignent évidemment des travaux perpétuels qu'il y a à Montréal, mais c'est vrai qu'au coin d'Ontario et Saint-Denis, il y a un gros blocage. On refait l'égout collecteur. J'ai discuté avec le conseiller municipal du coin, puis ils sont très clairs. Sur le chantier, on voit bien, c'est un chantier gigantesque de 5,7 millions de dollars. Et tout ça pour des affaires dont on veut pas parler. Hein? C'est des conduites, c'est pas des conduites d'aqueduc, c'est des conduites d'égout. Alors, ça comporte, ça transporte ce qu'on veut pas voir. Puis, alors, c'est jamais c'est jamais un sujet très populaire à aborder, tu sais. Mais la vérité, c'est qu'il faut le faire. C'est des énormes travaux qui sont depuis très longtemps. Moi, j'ai pris des photos d'ailleurs. Malheureusement, j'aurais voulu les partager avec vous. Je les montrerai demain si j'ai la chance, parce que honnêtement, l'appel qui était là, qui est servi pour creuser, était tellement belle, c'était presque un traîneau de Noël. À voir. Au moins. C'est un peu comme la borne fontaine aux couleurs LGBT. Oui. Mais si je peux juste renchérir là-dessus, on a reçu plus tôt à l'émission avec Benoît Dutrisac, Julien Vaillancourt, La Liberté, qui est le directeur général justement de la SDC Quartier Latin. Il nous a dit, là, il y a tellement de travaux à Montréal, on se fait tellement pas parler entre nous que là, on est obligé entre SDC de se faire nous-mêmes notre échéancier des travaux, notre propre petit calendrier pour se dire, bon, mais là, OK, toi, il y a telle affaire, que ça vient de tomber en toi, il y a telle affaire, parce qu'il manque de communication de la part de l'administration. Tu te rends compte? Je pense que c'était probablement un des points les plus forts de Infoman cette année, c'est quand ça avait installé des faux comptes. Ça, qui se sont fait déplacer, entretenir par la ville de Montréal. Il y en a qui sont restés là super longtemps, ils venaient checker, les comptes sont toujours là, parfait, ils se sont pas enfuis, tout est beau. Et oui. Bon, écoute, c'est comme ça. Alors, merci, bonne émission. À tout à l'heure. Je vais être là. On a la chance aussi ce matin, donc cet après-midi, de parler avec un invité qui se démarque certainement tout d'abord par sa simplicité. Alexandre Barrette est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Je te tutoie. Ça va très bien aussi, oui. Ça va très, très bien. J'ai été décrit en disant par la simplicité, parce que je trouve vraiment que c'est ce qui te caractérise. Je regardais ton balado, j'ai découvert ton balado quand j'ai su qu'on se parlait aujourd'hui. OK. Et j'ai trouvé tellement touchant, ton angle est unique, très, très humain. Ça doit pas être si simple à voir ce personnage-là dans le monde des humoristes. Il y a bien des gens qui ont des égos gros comme des maisons. Toi, tu arrives avec beaucoup plus d'humilité, non? Moi, j'ai un ego gros comme un petit demi-sous-sol dans Hochelaga. À côté d'un ego à réparer.
Ouais, c'est ça. Non, mais pour de vrai, non, mais je pense que ça vient. Ben merci, je reçois le commentaire puis je l'accepte parce que effectivement, on fait pas un métier plus important que qui que ce soit. Mhm. Fait que je vois pas pourquoi. Mais c'est un métier dangereux qui des fois peut te donner l'impression que tu es plus important que qui que ce soit parce que tu as de l'attention. Puis je pense que le danger, c'est que l'humain s'habitue à tout. Puis je pense qu'il y a des vaccins contre devenir d'avoir un gros ego puis de ne plus être simple. Puis je pense que le plus gros vaccin vient de la famille puis de l'éducation puis tout ça. C'est vrai, Moi, hein? je viens pas d'une famille où je pourrais avoir la grosse tête ou quoi que ce soit. Je viens de parents qui sont très, très empathiques et très conscientisés sur le sort de tout le monde, que c'est pas tout le monde qui a la même chance, c'est pas tout le monde qui a la même situation. Puis d'ailleurs, dans les soupers de famille, tu sais, moi, mon frère est ingénieur, ma soeur est ergothérapeute, puis on parle pas, mes parents s'informent pas plus de ma carrière ou de ce qui se passe dans ma carrière que celle de ma soeur ou que celle de mon frère. Quelle belle image. Quel beau message tu transmets vraiment. Félicitations. Puis ça transparaît d'ailleurs. J'écoutais, en tout cas, ton émission, entre autres, avec Catherine Brunet. Puis après ça, la deuxième émission avec son ami qui te l'avait référé. Il y a une humilité, une transparence en tant qu'animateur. Comme invité, c'est ton choix. Mais là, tu animes l'émission, puis tu d'emblée t'installes, donc je parle ici de ton balado, là. Tu t'installes dans une position vulnérable, dans une position très, très humaine. Ça doit amener des confidences fantastiques dans cette série. Je trouve que oui. C'est pour ceux qui sont... Merci en passant, encore une fois, merci beaucoup. C'est un balado où mes invités viennent me raconter leur pire peine d'amour. Puis moi, ce que j'aime de ce sujet-là, c'est que la plupart des gens qui acceptent de venir, c'est pas récent. C'est des vieilles peines d'amour. Ça peut remonter à il y a 3, 4, 5, 10 ans. Fait que, tu sais, des peines d'amour, au moment où tu le vis, c'est tragique. C'est la pire tragédie. C'est une douleur à laquelle, je trouve, on s'habitue pas. Mais quand on en reparle ou on y repense 10 ans après, il y a quand même des aspects drôles là-dedans. Il y a la façon dont on réagit, la façon dont on s'est fait laisser, des choses, la façon dont on a pu être jaloux. Peu importe, tout le monde le vit différemment, mais il y a du drôle, tu sais. Puis la tragédie avec la durée nécessaire amène du drôle. Puis moi, je trouve que c'est un bon sujet, c'est universel. La plupart des gens dans la vie vont vivre une peine d'amour ou plusieurs. Fait que puis on a toujours l'impression qu'on s'en remettra pas de ça. Là. Quand on le vit, ça, il n'y a pas de lendemain. Puis finalement, il y en a toujours. Il y en a toujours, puis toutes ces phrases-là vides au moment où tu le vis, le temps fait les choses, ça vaut rien, même si on est déjà passé à travers ça. Mais quand on en sort, on réalise que c'est vrai. Puis moi, je trouve que c'est la seule chose dans la vie que je m'améliore pas en plus je le fais. Tu sais, le joueur de tennis, chaque fois que je pratique puis que je joue, je sens que j'évolue encore à 43 ans. Comme humoriste, il me reste bien des croûtes à manger, mais je sens qu'à chaque fois que je monte sur scène, j'évolue. Des peines d'amour, je trouve pas que je le gère mieux là qu'à 20 ans. C'est bien transparent. Même de nous dire ça comme ça, c'est vraiment touchant. En tout cas, ton balado s'appelle « Oublie pas ta brosse à dents ». Je vais passer immédiatement après à ton émission « Les Incroyables ». Mais pourquoi « Oublie pas ta brosse à dents » ? Ben, tu sais, on cherchait... Il y avait des phrases que je voulais comme titre de balado qui font référence à une rupture. C'est pas toi, c'est moi, mais ça avait déjà été pris. Faut qu'on se parle, ça avait déjà été pris. Oublie pas ta brosse à dents, je trouvais que c'est une petite phrase simple qu'on m'a déjà dit quand je suis allé chercher mes choses chez une blonde qui m'a laissé. Juste, c'est la phrase la plus douloureuse parce que ça n'a aucune valeur monétaire, une brosse à dents, mais ça veut dire que tu reviendras pas. C'est fini. Oublie pas ta brosse à dents, c'est une phrase qui m'avait tellement fait mal, fait que je trouvais que c'est une phrase belle et souffrante à la fois comme titre de balado. Tu devrais voir la face de Cybèle qui m'accompagne en studio, puis elle a l'air bien touchée. Elle est convaincue de la vérité de ce que tu dis. Oui, puis à l'inverse, des fois, c'est dans les premiers trucs que tu amènes ou tu laisses chez l'autre en début de relation. Moi, c'est un peu comme ça que je l'avais entendu au début quand je pensais que c'est là que vous alliez Alexandre Barrette et je me suis dit, c'est d'emblée, c'est ça, mais vous, c'est à l'inverse. Je me dis, c'est donc bien triste. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est la première chose quand on amène ça, quand on laisse ses pantoufles sous le lit, par exemple. C'est le genre d'image forte pour n'importe qui vit une relation de couple. Bon, Alexandre, là, je faisais éloge de ton humanité puis à quel point tu étais capable d'aller chercher des confidences, mais tu es capable d'avoir du gros fun sale aussi. Et là, tu vas nous parler de ta prochaine série d'émissions qui s'appelle évidemment Les Incroyables. Parle-nous du concept. Bon, Incroyable, ça vient de... le concept, c'est des gens qui ont vécu des anecdotes hors du commun.
sais, pas besoin d'être un humoriste ou un raconteur qui fait ce métier-là pour avoir vécu une expérience folle à l'urgence à l'hôpital, en voyage, dans une rupture amoureuse, un accident de motoneige, peu importe. Que ce soit des anecdotes qui sont dans le registre drôle, hilarant, ou des fois stressantes ou de suspense, ou même touchantes pour certaines. Il y a des gens du grand public qui vont pas aller raconter ça sur scène, mais on se disait, en fait, le producteur de l'émission se disait, tabarouette, il y a des bijoux là-dedans. Ouais. Puis il y en a qui ont le talent pour la raconter, il y en a qui n'ont pas la volonté ou le talent. C'est pas parce que tu as vécu de quoi d'hallucinant en Italie que tout d'un coup, tu es Michel Barrette puis tu vas aller raconter ça sur scène. Fait qu'on voulait prendre des anecdotes des gens qui s'inscrivent à l'émission et jumeler ces personnes-là à un humoriste qui, lui ou elle, raconte l'histoire de la personne. Fait que déjà, ça sent le bon moment télévisuel. Là. On a un raconteur professionnel qui dit « Non, mais c'est parce que vous savez pas ce que Stéphane, ici, a vécu. » Puis là, c'est fantastique, cette chimie-là. Ben oui. Oui, exemple, je vais te donner un exemple. Matt Duff, que Cybèle doit connaître. Là, Cybèle qui est un petit peu... Matt Duff, qui est une légende. C'est un peu un genre de... Je disais Michel Barrette, mais tu sais, les légendes comme Michel Barrette, Michel Courtemanche, tu sais, qui pouvaient... Jean-Marc Parent, tu sais, même, là, j'y vais, c'est point de ça, mais des gens qui sont des raconteurs d'anecdotes. Matt Duff est un peu celui, je trouve, de la nouvelle génération. Ben justement, on a un bon exemple. Une fille qui a vécu une histoire de montgolfière qui a atterri au mauvais endroit. Je ne veux pas dévoiler tous les punchs, mais pour de vrai, l'histoire n'a aucun sens. Matt Duff, il voulait faire l'émission, il a entendu parler de cette histoire-là, il a dit « Hey, je veux raconter ça ». Fait que là, la fille est super drôle. Moi, je la reçois un petit peu en entrevue. C'est super le concept. Enfin, vous proposez des histoires à des gens qui pourraient s'intéresser à les raconter. Ça fait une dynamique fantastique. Exactement. Puis l'humoriste la raconte pas en se l'appropriant, raconte vraiment la personne est là, moi je suis là, puis là l'humoriste vient le raconter. Fait qu'il dit hey, je vous parle de Marie-Claude. Marie-Claude, elle s'inscrit à telle affaire, hein? Puis Matt Duff, avec tout son talent puis tout ça, a réussi à... Ben, l'histoire était déjà impressionnante. Matt Duff a rendu l'histoire hilarante, mais c'est un peu ça le concept. C'est on prend l'anecdote des gens du grand public et on les jumelle avec un artiste. Je dis humoriste, il y a des acteurs aussi, actrices, tout ça. Des fois, communicateurs professionnels. Ouais, c'est ça, exactement. Eh ben, c'est fantastiquement... Vraiment, ça a l'air très intéressant. Ça commence cette semaine. Quel jour, quelle heure? Ça a commencé vendredi dernier à 20h, la première. OK. Et ça se poursuit. Rattrapable, j'imagine, sur les plateformes de Radio-Canada. Toutes les plateformes, tout.tv. Et c'est pendant 12 semaines, à tous les vendredis, 20h, sur les ondes de Radio-Canada. Ben Alexandre Barrette, on est content que tu as un nouveau projet. On va te voir dans notre petit écran chaque semaine. C'est super. Merci beaucoup. Bonne année 2025. Ben, je peux-tu dire je vous souhaite 3 choses. OK. Une bonne année, une bonne journée de radio et que Cybèle s'en remette de l'image de partir avec la brosse à dents. J'ai le cœur brisé. Non, inquiète-toi pas. Je vais bien, tout le monde va bien. Okay, tout le monde va bien aller. Bon, puis on te souhaite pas de peine d'amour pour 2025. Salut! Merci, bye-bye. Bye. Vous écoutez Pierre Nantel. On parle parfois du rapport entre les gens d'affaires et l'art. Le cliché, c'est l'homme d'affaires ou la femme d'affaires qui a réussi puis qui a acheté des œuvres d'art, qui a mis installé dans sa maison, tout ça. Mais là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler avec le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui a pris position pour s'assurer que le monde des créateurs ait accès à des revenus décents. On parle donc avec le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Bonjour, M. Leblanc. Bonjour, M. Nantel. J'ai resté très surpris ce matin en lisant la prise de position de la Chambre de commerce. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, parce que vous parlez au nom de la Chambre de commerce, est-ce que c'est une tendance, une prise de conscience qui est de longue date à la Chambre de commerce ou c'est une urgence qui vous saute aux yeux maintenant? Bien, le soutien de la Chambre au milieu de la culture, ça fait maintenant presque 20 ans que c'est une chose établie. Quand on a commencé à soutenir la culture, c'est qu'on s'est aperçu que c'était un pilier de notre économie. Le PIB, là, tout ce qu'on produit dans la région de Montréal, 6% c'est produit dans le milieu culturel. C'est 8% des travailleurs qui sont dans le milieu culturel. Fait que ça nous définit, puis on le sait, là, on est réputé là-dessus. Puis depuis 20 ans, comme on le sait, on s'est attardé à lancer des messages qu'il fallait pas soutenir la culture que pour des raisons identitaires et des questions qui sont, je dirais, plus sociales, mais aussi pour des raisons économiques. Alors là, depuis la pandémie, puis on arrive à notre sortie qui est arrivée dans la dernière année, c'est qu'on s'est aperçu que
Je le disais, le centre-ville, la COVID longue, milieu culturel, la COVID très forte et assez longue, merci. Les habitudes ont changé, donc en même temps qu'il y a eu des habitudes liées à la sortie de COVID qui étaient différentes, mais on voit la consommation de divertissement en ligne, on voit que le budget discrétionnaire pour le divertissement, il a diminué là, parce qu'on a de l'inflation, puis on a des budgets plus restreints, mais on voit le milieu de la culture lui-même qui subit de l'inflation dans ses coûts. La résultante de tout ça, c'est que présentement, c'est très difficile. Puis si on est un créatif, si on est un artiste, on souffre. Or, dans notre société, là, il y a de l'assurance chômage. Il y a des façons de soutenir des travailleurs quand il y a des défis, quand il y a des périodes difficiles. Or, les artistes n'y ont pas droit. Et parce que c'est des travailleurs autonomes. Et là, ce qu'on dit, c'est attention, parce que ce qui est en train de se produire, puis si ça continue, ça va empirer, c'est qu'on va perdre du talent. Ils ont besoin de vie, les artistes, ils vont cesser d'être des artistes. Les travailleurs dans le milieu de la culture vont se mettre à faire autre chose. Alors, la Chambre elle-même a fait faire une étude, a fait un grand forum. C'est un forum, c'est une rencontre de plein d'artisans. Il y avait plus de 1000 personnes. Puis là, c'était de faire le point. Quel est l'état de la situation, puis quelles sont les solutions qu'on doit mettre de l'avant. Et évidemment, on parle de stabiliser les revenus des artistes qui, très souvent, vivent sous le seuil de la pauvreté et qui ont aussi, dans des périodes... Le mot qui me vient immédiatement, c'est l'étalement du revenu pour un artiste, parce que si c'est un artiste qui, a par moment, peut vivre de son métier, très souvent, il y a une période de dormance où les idées germent. Et ultimement, un an plus tard, les premières créations arrivent. Est-ce que les gens de la Chambre, les membres de la Chambre du Montréal métropolitain, est-ce que ce sont beaucoup des gens qui occupent, évidemment, des immeubles, ils sont propriétaires d'immeubles, ils louent des immeubles. Est-ce que l'interaction avec la culture pourrait être plus concrète et immédiate? Est-ce que, par exemple, on a souvent évoqué qu'on devait consacrer 1% du budget d'un immeuble à l'art de rue, pas l'art de rue, je me suis mal exprimé là, à une œuvre qui va être à l'art public. Est-ce qu'il y a une politique comme celle-là qui a le vent en poupe actuellement à la Chambre de commerce? Oui. En fait, les grandes entreprises sont assez au rendez-vous. C'est-à-dire que quand on est, je ne sais pas moi, un couche-tard, un Desjardins, une banque, on est au rendez-vous. Si vous allez à l'édifice de la Banque nationale au centre-ville de Montréal, qui est flambant neuf, vous allez voir, c'est frappant. Il y a énormément d'investissements en art public. Ensuite, les entreprises elles-mêmes soutiennent par des commandites la culture. Puis, en pourcentage de notre PIB, on fait pas mauvaise figure. La philanthropie générale dans notre société est moins développée. Donc, l'exemple qu'on a, c'est le jeune professionnel. Il y a beaucoup d'hypothèques à payer. Des fois, il y a des jeunes enfants. Il est en train, encore une fois, de s'établir dans la vie. Puis, quelque part, il a l'impression qu'il y en a plus pour être un philanthrope. Parce que l'image qu'on a, c'est qu'il faut être millionnaire, il faut être multimillionnaire pour être philanthrope. Alors, il y a des sociétés, puis on le voit aux États-Unis, où on sort de l'université, puis on donne un 20 $ dans l'année. Éventuellement, on a un meilleur emploi, peut-être qu'on donne 100 $. Et on n'attend pas d'être vraiment, vraiment riche. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une forme de solidarité collective qui s'opère. Alors, ça, c'est ce qu'on dit. Ça ne veut pas dire que les entreprises ne peuvent pas faire plus. Ça ne veut pas dire que la commandite ne peut pas être plus généreuse. L'État l'est assez généreux au Québec. Je ne dis pas que c'est toujours bien investi, mais collectivement, on la supporte moins bien. Puis on la supporte moins bien alors que présentement, on en consomme un peu moins. Puis là, c'est ça qui est le défi. Là. On consomme moins de culture locale. On est moins exposé aussi. La découvrabilité, c'est un mot à la mode. Si on la découvre pas, on la consomme pas. Puis si on la consomme pas, on la soutient mal. Alors là, il y a tout un enjeu. Moi, ce que je pense, c'est que devant nous, on doit travailler ce que j'appelle, moi, la demande. Pendant très longtemps, on s'est attardé à soutenir les créatifs, soutenir les organisations, c'est nécessaire, mais on négligeait de dire comment on développe l'appétit culturel chez nos jeunes, chez nos moins jeunes, pour que quand ils vont avoir des moyens, quand ils vont commencer à travailler, leur réflexe, ce soit d'aller consommer du théâtre, consommer des spectacles, d'aller investir dans des petites troupes du coin de la rue qu'on trouve vraiment bonnes, puis c'est des amis qu'on a connus. Bref, soutenir notre culture parce que ça fait partie de ce qu'on aime. Et ça, il faut le travailler, ça. Mais il est clair que pour vos membres du Montréal métropolitain, que moi j'associe aux différentes
conférences données dans les hôtels au centre-ville avec des gens d'affaires qui écoutent et qui voient l'importance, par exemple, de la culture. Le voit beaucoup aussi au niveau de la vitalité du centre-ville. S'il y a une voix qu'on a beaucoup entendue post-COVID pour ramener les gens au centre-ville, c'est bien la vôtre. Il y a quand même un attrait pour la jeunesse d'aller au centre-ville. Quelqu'un qui vit, je sais pas moi, à Montréal-Est ou à Fabreville, venir en ville, devant les Faux-Founes électriques, s'acheter un ensemble de 6 cordes de guitare chez Steve. Il y a une aventure urbaine comme on voit à la télé, comme on voit dans les films. Vous avez évoqué la découvrabilité. Il y a la culture a un aspect parapluie de plein d'enjeux, ceux que vous avez évoqués, mais ceux aussi que, si je ne me trompe pas, Pascal Saint-Onge est venu exprimer chez vous sur justement l'importance de voir notre culture dans tous les nouveaux écrans que les jeunes consomment. Vous avez une vision très grande de la culture. Votre intervention est celle du milieu des affaires. Est-ce que ça pourrait être aussi la vôtre à titre personnel? Ben oui, la réponse est moi personnellement, je pense qu'il faut qu'on l'aime, puis qu'on la découvre, puis qu'on découvre ce qu'on aime. On n'est pas obligé d'aimer tout. Puis souvent, c'est des discussions que j'ai avec des gens qui disent moi, sais-tu, j'aime ça, mais j'aime pas tout ce qui se fait. Ben je dis c'est exactement ça que ça prend. Puis comme il y a énormément de diversité à Montréal au niveau de notre population, de nos âges, de nos origines, ben il y a énormément de demandes pour plein d'œuvres culturelles différentes, de pièces de théâtre différentes, de supports informatiques différents selon nos générations aussi. La chose, je trouve, qui est importante, c'est parce que je le dis aussi, il faut protéger notre culture, puis il faut protéger notre centre-ville, puis ça va ensemble. C'est-à-dire que la culture au centre-ville, elle attire. Des travailleurs vont venir parce qu'il y a des spectacles en soirée, parce qu'il y a des festivals dans l'été, puis je travaille, puis là, en fin d'après-midi, je rejoins des amis. Il y a quelque chose de très riche dans un centre-ville où la culture est très vive. Mais il y a aussi besoin de ce que j'appelle, moi, nos amis du 450, puis de partout sur l'île. Et là, le danger qu'on a, puis c'est un autre dossier, mais c'est l'accessibilité. C'est l'accessibilité aussi en voiture. C'est-à-dire que Madame de Repentigny puis Monsieur de Chambly, qui viennent voir un spectacle au centre-ville... Ben, ils n'ont pas de carte d'autobus, ils vont venir en voiture. Ils vont venir en voiture, puis ils vont venir en voiture si ça a l'air simple. Et là, comme ça a l'air compliqué, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, est-ce que ce spectacle-là, je pourrais le voir dans le 450? Ben oui. Et là, le danger, c'est pas que c'est mauvais qu'il y ait des salles de spectacle partout sur le territoire, mais c'est qu'éventuellement, on se retrouve avec un risque à l'américaine de ville avec un centre-ville, un peu trop de beigne. Et là, ben ça a des conséquences socio-économiques graves. Alors, la culture, ça fait partie de la recette gagnante pour le centre-ville. Il faut en prendre soin. Mais il faut que l'accessibilité à ce centre-ville soit beaucoup plus fluide, sinon on se tire dans le pied. Mais et pour avoir visité Détroit, qui est l'exemple ultime de la ville baigne, c'est-à-dire que le centre-ville résidentiel était littéralement à feu et à sang, il n'y avait plus rien, et les banlieues fleurissaient quand même. On peut dire que l'offre de stationnement demeure un problème. C'est un problème tellement élémentaire, c'est l'œuf ou la poule, on voudrait bien que les gens prennent les transports collectifs, mais ultimement, la personne, comme vous nous disiez, de Repentigny, vient en voiture. Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu une initiative de rendre disponibles les places de stationnement dans les immeubles qui sont inutilisés par exemple en soirée ou les week-ends? Bien, l'idée a été évoquée très souvent, qui l'évoquait beaucoup, c'était Alain Simard de Spectra qui disait pourquoi est-ce que la ville ne dit pas, moi je vais faire une application qui va amener les gens dans nos centres-villes, dans nos stationnements du centre-ville, puis on va leur garantir que ça coûte 10 $ de la soirée ou quelque chose comme ça. Ça va permettre aux gens de trouver que c'est simple, puis là, ça a l'air qu'il y a des applications dans des villes américaines où on peut même réserver sa place. Oui, parking Panda. C'est le Panda du parking à New York, entre autres, oui. C'est ça. Ce qui peut dire que quand on part de chez soi, on sait exactement où on s'en va, on sait combien ça va coûter. Exact. Alors, c'est des solutions. L'objectif dans tout ça, c'est qu'on garde l'effervescence culturelle, c'est qu'on soutienne la culture, puis qu'on la soutienne parce qu'on en consomme. Monsieur Leblanc, votre sortie sur la culture en inspire plusieurs. Vous êtes un grand défenseur du centre-ville. Est-ce qu'on va vous revoir en politique, peut-être à un sens plus large, peut-être à Québec ou à Ottawa? Toutes les entrevues se terminent par ça. Écoutez, je vais me donner le temps. Là, il me reste quelques mois à la Chambre. J'adore mon métier. Je vais examiner toutes les possibilités. Prenez pas ça pour un oui, c'est sûr que j'y vais, mais c'est sûr que je vais y réfléchir. En tout cas, il y a une vision d'ensemble. On vous en félicite. Alors, c'était évidemment quelqu'un qu'on connaît bien pour parler de la défense du centre-ville de Montréal, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Merci beaucoup. Merci, M. Nantel. Au revoir. À bientôt. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
Décidément, on parle beaucoup de voitures, c'est imprévu, mais c'est comme ça, parce que la réalité en ville, c'est qu'il y a des gens qui ont des voitures, puis il y a des gens qu'on essaie de convaincre de prendre des voitures électriques. J'en fais partie, et ces gens-là, parfois, peuvent avoir beaucoup de difficultés à trouver une borne de rechargement. On en traitait dans le journal d'aujourd'hui. J'en parle avec le porte-parole de CAA Québec, M. David Marcil. Bonjour, M. Marcil. Bonjour. Bonjour, dites-moi, la situation au niveau de l'électrification des transports individuels, on peut électrifier des trains, des tramways, mais au niveau des voitures, comment va-t-elle? Parce que la mauvaise presse qu'a l'industrie de la batterie au Québec actuellement donne un peu une impression que l'électrification de la voiture personnelle ou individuelle bat de l'aile. C'est vrai? Ben, je vous dirais que ce qui ressort du sondage, là, donc la CAA, elle a sondé 16 000 Canadiens propriétaires d'un véhicule électrique, justement pour voir leur satisfaction de leur véhicule, du réseau actuel. Et je vous dirais que le Québec, c'est une situation différente du restant du Canada, c'est-à-dire que la préoccupation générale des propriétaires de voitures électriques, c'est le manque de bornes. Donc, le réseau qui n'est pas adéquat, qui ne suit pas justement la hausse de véhicules électriques, situation qui est différente au Québec où le taux de satisfaction est beaucoup plus élevé, mais encore, on est toujours au-dessus de un répondant sur deux qui se dit satisfait. Donc, c'est pas parfait, mais on est quand même loin devant là, par rapport au reste du Canada. Ben, ne serait-ce qu'au niveau du volume. Là, la Colombie-Britannique talonnait le Québec, mais je pense que c'est encore d'autant plus resté dans les dernières années. Le Québec a dépassé la Colombie-Britannique au nombre de véhicules par capita. Mais on avait beaucoup d'incitatifs aussi pour le faire, incitatifs là, qui prennent fin très, très prochainement, malheureusement, parce que le prix à l'achat, c'est un frein pour les gens qui souhaiteraient s'acquérir d'une voiture électrique. Mais somme toute, je vous dirais que malgré ce réseau qui est insuffisant selon certains, les propriétaires de véhicules électriques à 9 sur 10 sont tellement satisfaits de leur voiture, et ça, c'est dans tout le Canada, qu'on s'en rachèterait un autre véhicule pour remplacer son électrique. Ben, je suis heureux de vous l'entendre dire parce que moi, mon impression, en tout cas, moi, ça fait belle lurette que je prêche pour l'électrification des transports et des voitures électriques, qu'on fasse le plein au Québec, puis je pense que c'est le principal point de satisfaction. C'est qu'on a le sentiment qu'on pollue pas, on n'envoie pas notre argent dans un pays dont les droits démocratiques sont douteux, ou on ne pollue pas de façon démesurée comme on le fait avec les sables bitumineux en Alberta. Alors, il y a une grande satisfaction à avoir un véhicule qui est à peu près sans faille, mis à part certaines informations qui circulent actuellement sur le coût social de l'exploitation de ces métaux rares. Moi, je voulais vous poser une question relativement à tout ça. Est-ce que vous croyez que, parce que vous êtes au CA, donc vous avez des membres qui, normalement, vos membres ne sont pas propriétaires de voitures neuves, règle générale, parce que les gens ils ont le plan de protection du fabricant les premières années, parce qu'ils migrent vers chez vous. Est-ce que les voitures électriques font l'objet de plusieurs appels de service au CA? Je vous dirais que en termes de pourcentage, c'est relatif au pourcentage de véhicules électriques dans le parc automobile. Donc, on n'a pas plus d'appels de gens qui ont des voitures électriques. Les gens planifient bien leurs déplacements, surtout pour les longs déplacements. Il y a quelques semaines, il y a eu l'histoire du parc des Laurentides où les bornes électriques ne fonctionnaient plus, mais les gens planifient et ils savent de pas compter sur un seul endroit où il y a que 9 bornes. Donc, on a un beau réflexe au Québec quand même en ce qui a trait aux propriétaires de voitures électriques. Et dans votre sondage, dites-moi, est-ce que les gens considèrent que le réseau, parce que le réseau de circuits électriques est vraiment fantastique, la carte, ça va bien, mais effectivement, il y a des endroits très, très chauds. Je peux vous donner, par exemple, les bornes dans mon quartier, entre Saint-Denis et le Parc La Fontaine, entre Sherbrooke et Rachel, disons, même Duluth, il y a 4 bornes. Il y a 4 bornes. Alors, je suis pas mal convaincu que si on appelait au circuit électrique, on dirait, est-ce que la borne qui est sur telle rue, là, est-ce que c'est pas la plus occupée du Québec? Je pense que la réponse serait oui. On est là, on se bat quasiment, on fait la ligne à la file en arrière. Est-ce que vous avez des indications que le circuit électrique va bonifier, que le gouvernement va... parce que là, il a un peu pris tout le monde les culottes à terre en coupant les subventions. Les concessionnaires sont les premiers fâchés. On dirait qu'on a besoin de ménage dans tout ça. Où est-ce que vous en êtes, vous? Ben, en coupant les subventions, d'une part, oui, c'est dommage, justement, pour le prix à l'achat. Deuxièmement, on a l'échéance de 2035 que nous, chez CAA, on trouve anticipée parce que, premièrement, on nous demande de réduire notre consommation d'électricité. Mais en 2035, ça sera que des véhicules neufs
qui vont être en vente, selon ce qu'on voit. Donc, ça va vraiment prendre des grands projets déjà mis en branle, au moins pour qu'on ait accès à toute cette électricité-là. Maintenant, il y a aussi l'accès aux bornes à domicile. Comme vous, j'habite en ville, je n'ai pas accès à une borne dans mon garage, comme j'aurais accès, par exemple, si j'habitais en banlieue. Tu avais toute ma sympathie. Donc, en fait, même je me suis débarrassé de mon véhicule cette année parce que c'était trop compliqué. Mais ça pour dire, on fait quoi avec ces gens-là qui vont dépendre uniquement des bornes publiques qui sont surachalandées, justement parce qu'il y en a 4 dans tout un quartier. Donc, on se pose les mêmes questions, nous aussi. Mais bon, somme toute, je vous dirais que les gens en majorité qui ont un véhicule électrique font la recharge à la maison et trouvent ça magnifique de pouvoir quitter la maison avec une charge pleine, un véhicule déjà préchauffé l'hiver. Et vraiment, les bornes publiques, ce n'est que pour les longs trajets. Cela dit, les propriétaires de véhicules électriques, près de 3/4 vont choisir le véhicule à essence pour les longs trajets, justement par crainte de manquer de batterie. J'ai bien vu dans le coin inférieur droit, Cybèle Olivier hocher de la tête quand vous avez parlé d'un char préchauffé à la maison avant de partir. C'est un des grands avantages. Ben, c'est vrai que même avec les gens qui ont des voitures régulières à essence, il y en a qui ont le démarreur à distance. Moi, je n'ai pas ce luxe-là du tout. Et là, c'est quoi? C'est parce que ça se réchauffe plus vite? C'est quoi? Je comprends même pas. J'en ai jamais conduit de voiture électrique. Essentiellement, puis vous me corrigerez si je me trompe, M. Marcel, mais c'est que lorsque le véhicule est branché sur une borne aux 220 volts, pas une petite borne de 110 volts, une borne là, avec une grosse prise spéciale, ben, l'électricité de la maison est envoyée dans la voiture pour charger la batterie, mais aussi pour la réchauffer à l'avance. Donc, on réchauffe sans aucune pollution. C'est un grand, grand avantage, effectivement. Exact. Mais M. Marcel, c'est triste d'entendre ça. Vous habitez en ville. Bon, peut-être que vous avez bien dit d'entrée de jeu en ouvrant ce segment que l'électrification des voitures individuelles. Il y a plein d'autres alternatives à l'auto. Il y a plein d'autres alternatives à l'auto électrique. Mais c'est quand même triste de voir que si vous aviez besoin d'une voiture, vous aviez choisi un modèle électrique, c'est trop compliqué, vous l'avez vendu. C'est quand même spectaculairement triste parce que le Québec s'est investi beaucoup là-dedans. Vous êtes un spécialiste de l'automobile, vous travaillez au CAA et vous avez fait ça marche plus. Ça marche trop compliqué, je vends mon auto. Là, je dois vous dire, j'ai accès à plein de transports collectifs à 10 minutes et moins à pied de chez moi. J'ai accès au métro, chose que les gens en banlieue n'auraient pas nécessairement accès. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération dans l'équation. Et si je me déplace pour le travail, je loue une voiture tout simplement. Mais donc, on parle beaucoup aussi du cocktail de mobilité chez CA Québec, c'est-à-dire qu'on choisit notre moyen de transport par rapport à ce qu'on a besoin et par rapport à ce qui est ce à quoi on a accès. Moi, mon cocktail de mobilité, c'est comme une auto, c'est le transport et la location de voiture quand j'en ai besoin, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, pour beaucoup de gens au Québec qui n'habitent pas dans les centres urbains. Mais inversement, quelqu'un qui habite dans un endroit où il y a sa propre entrée pour stationner sa voiture, où ils ont 2 voitures, où il y en a une qui peut être à essence, là, on pourrait même imaginer une forme de législation qui dirait, écoutez, dans ce contexte-là, vous allez avoir même une pénalité si vous ne faites pas le choix de faire le plein au Québec avec votre 2e voiture électrique. Je veux dire, parce que se recharger chez soi, c'est le bonheur total. Tu arrives chez vous, le lendemain matin, c'est prêt. Alors, est-ce qu'on est loin de ça au niveau législatif actuellement? Ben, je vous dirais que ça fait partie des questions qu'on doit se poser aussi. On doit prendre en considération l'acceptation sociale des gens par rapport à ces règles-là. Est-ce qu'on est rendu là au Québec? Je sais, selon le sondage, qu'au Québec, on est définitivement les plus avancés en matière d'acceptabilité sociale avec la Colombie-Britannique, justement, par rapport à l'électrification des transports. Est-ce que c'est encore au point? Vous lirez en ligne sur les réseaux sociaux. C'est très polarisé et polarisant comme sujet. On aime ou on haït les voitures électriques. Et justement, j'entendais votre collègue qui disait qu'elle n'avait jamais conduit de voiture électrique, mais j'en profite pour glisser aussi qu'au Salon de l'Auto, dès le 17 janvier, CA Québec coordonne les essais routiers de voitures électriques, justement pour familiariser les gens qui auraient jamais conduit ça. C'est gratuit avec votre billet. C'est un bon premier pas vers l'électrification. Il y a des experts qui répondent à vos questions, donc ça, c'était ma petite minute commerciale. Ben non, mais c'est tout à fait pertinent. On a tout intérêt à découvrir ça. Il y a des sous-publics qui sont investis là-dedans. Actuellement, on est dans une période de tempête, là. C'est comme dans l'aéronautique, il y a un avion qui s'est écrasé quelque part au bout de la planète. Puis les gens chez Bombardier s'inquiètent. Faut relativiser tout ça, puis sur le long terme, bien évidemment que c'est avantageux de faire le plein au Québec. On parlait donc avec le porte-parole de CAA Québec. Merci beaucoup, M. David Marcil. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir.
stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Cube. Montréal pue. Et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Quelle intro incroyable. C'était Bonjour, prêt, Rémi hein? Villemure. Oui, c'est Salut, très Pierre. bon. Mais tu disais, le Montréal pue. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est qu'actuellement, je m'inquiète énormément, oui, un peu de Montréal, mais je constate les allers-retours de différents premiers ministres. Daniel Smith d'Alberta qui est allé voir M. Trump à Mar-a-Lago. Est-ce qu'on doit se cotiser pour payer un ticket pour la Floride à François Legault? Ben, moi, je sais que habituellement les Québécois ont des bons deals pour aller en Floride avec les compagnies aériennes. Donc, j'espère qu'on n'a pas besoin de faire ça. J'espère qu'il y a juste besoin d'appeler Sunwing puis qu'il y a un beau petit siège réservé, le siège FL dans la rangée 101. Oui, mais en fait, en tant qu'ancien président d'Atrasat, il devrait avoir quand même quelques bonnes affaires de ce côté-là. J'ai entendu dire qu'il est parti en claquant la porte, par contre. Oui? Fait que peut-être qu'il y a au contraire de très mauvais prix. Bon, ben écoute, mais honnêtement, je trouve que c'est un sujet très intéressant que tu nous apportes aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est préoccupant de voir que le beau Canada uni, là, mais là, on le voit, là, devant la visite, là, le roi est nu. Devant le premier ministre, en tout cas, lui est nu. Et on est là avec toutes nos dissensions. Puis il y a des gens qui vont essayer de négocier une espèce de sauf-conduit. Madame Smith, on se doute bien qu'elle s'entend bien avec quelqu'un comme M. Trump. Mais il faut pas lui laisser le terrain. Là. C'est le temps de trouver une manière d'unifier nos intérêts. On est quand même encore au Canada, nous autres, là, malheureusement. Oui, mais moi, la science-fiction, je vis pas là-dedans. Je vais t'expliquer ce qui se passe, Pierre. En fait, dans un scénario normal, quand l'intégrité territoriale d'un pays est menacée, puis c'est exactement ce qui est en train de se passer, eh bien, t'as un élan patriotique qui s'exprime. Prenez n'importe quel pays au monde, prenez son pays voisin, imaginez un scénario où le pays A menace le pays B. La raison pour laquelle ce sont deux pays, c'est qu'ils ont des cultures qui se distinguent, des identités qui se distinguent, sinon il n'y aurait pas de frontières entre ces deux pays-là. Alors moi, je m'attendais à une espèce de patriotisme canadien. La semaine dernière, c'était plutôt pathétique. On avait, par exemple, François-Philippe Champagne qui n'avait toujours pas renoncé à se lancer dans la campagne et qui disait on peut quand même pas se passer d'un partenaire économique. Donc là, je me disais, wow, on nous parle d'économie et de commerce. On nous parle pas de langue, de mœurs, d'histoire, de pratiques, de culture canadienne. Mais bon, ce sont les libéraux de Justin Trudeau. J'étais pas très, très surpris. Chrystia Freeland est allé à peu près dans le même sens. Ensuite, il y a eu le chef du Parti libéral. C'est passé ma prédiction. Charles Milliard, qui... c'est intéressant. D'un autre sujet, il y a des jours où je me dis que c'est peut-être aussi Pablo. Je risque de pas me tromper, hein, parce que c'est un ou l'autre. Mais Charles Milliard disait la semaine dernière, non, en fait, même chose. Il disait, en fait, nous, on a une culture particulière et une langue. Là, je me disais, où est-ce qu'il s'en va? Mais il parlait de la culture québécoise et de la langue française. Donc, moi, il a fallu que je lui rappelle sur Twitter que c'était aussi ce qui nous distinguait du Canada. Ben oui. Hein? Bon. Alors là, tu vois qu'il y a un manque de substance. Et là, j'attendais des anciens premiers ministres, parce que des fois, hein, d'autres époques, d'autres mœurs, peut-être un peu plus de sagesse, et je suis déçu. Ben oui. Parce que le seul qui aurait peut-être pu rencontrer tes attentes, c'est M. Mulroney, qui est décédé. Qui est décédé. Je pense que ça aurait été effectivement le seul qui aurait baragouiné quelque chose. Écoute, prenons Jean Chrétien, qui, il y a quelques jours, publie une lettre ouverte. Il a 91 ans, Jean Chrétien. Et franchement, je salue la forme dans laquelle il se trouve. Quel homme, parce qu'il est vraiment en shape, comme on dit, et comme il dirait lui aussi. Ouais. Le petit bonhomme de Shawinigan, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit, c'est quoi le Canada? Le Canada, et il faut le répéter. Et là, tu dis, mais vas-y, j'attends quelque chose. Le Canada, c'est le fait d'accueillir des gens de partout dans le monde qui viennent vivre ici. Puis tu dis, c'est ça, le Canada? C'est une auberge. C'est comme dans Astérix et Obélix. Un collègue ici qui a déjà parlé que le Canada, c'était comme le pavillon du Canada à l'Expo 67. Ben oui. C'est à peu près ça. Ben, tu sais, quand tu lis Astérix et Obélix, là, puis qu'ils sont pognés dans la neige, puis qu'Obélix commence à avoir faim, puis qu'ils voient au loin un petit peu de fumée, c'est une auberge. Ben, c'est ça, le Canada. Si j'écoute Jean Chrétien, qui a quand même été premier ministre pendant longtemps. Ben, c'est la vision libérale. Ils ont sculpté cette image de Suisse nord-américaine avec un multiculturalisme où tout le monde est bienvenu pour contribuer à l'essor. Oui, mais évidemment, le Québec se distingue dans son accueil, dans son projet. C'est un projet de société différent. Puis ça, évidemment, c'est toujours tenu à l'écart. Mais actuellement, c'est très interpellant comme souverainiste, comme défenseur du Québec. La situation actuelle, il va falloir tisser des alliances avec les autres premiers ministres des provinces et territoires au Canada. Parce que sinon, pour le moment, là, il faut qu'on fasse front commun avec ces gens-là. Comment on fait? Ben, écoute, t'as raison, mais
je veux quand même insister sur une idée, c'est que depuis quelques jours, on ne cesse de dire c'est normal que ça soit compliqué pour les gens de défendre l'identité canadienne. Elle n'existe plus depuis 2015, le fameux voyage de Justin Trudeau à New York où il a accordé une entrevue au New York Times et où il a dit nous serons le premier État post-national. Eh bien, c'est la preuve que c'est pas vrai que ça date juste de 10 ans, cette incapacité-là. C'est que Jean Chrétien, qui a 91 ans, est toujours pas capable, à son âge, de nous parler d'un Canada d'une autre façon que nous sommes une auberge. Stephen Harper, dont la figure revient de plus en plus parce qu'on devine, en fait, on devine plus, on le sait désormais, qu'il a été derrière la campagne de Pierre Poilievre. Il est derrière le retour des conservateurs à Ottawa. Qu'est-ce qu'il nous a dit il y a quelques jours? Stephen Harper, roulement de tambour, il nous dit le Canada, c'est quoi? C'est être loyal avec nos voisins, c'est être amis. Mais quoi, les Ouzbeks, les Danois, les Belges, les Français, les Suisses, les Sénégalais, les Mauritaniens ne sont pas loyaux, amicaux. Enfin, c'est quoi le Canada? Tu penses je me souviens pas, il faisait allusion clairement à notre voisin du Sud. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il relayait une vidéo qu'il avait partagée il y a quelques années en disant, voici ce que j'avais dit à l'époque quand j'essayais de négocier une entente avec les États-Unis et mes propos n'ont pas mal vieilli, ce sont les mêmes. Et c'est sa vision du Canada par rapport aux États-Unis. C'est une vision qui est sans substance. C'est ça toujours. C'est au cœur même de toutes nos conversations visant à protéger le Québec dans le contexte actuel parce que, de toute évidence, le Canada anglais, le reste, le Rust of Canada, comprend pas les différences, les revendications du Québec. Puis quand tu parles d'une frontière, effectivement, y a-t-il une différence? Pour le plus commun des mortels, y a-t-il une différence entre un Belge et un Français? Bon, pas tant que ça. Ben oui, il y en a une. C'est pour ça qu'il y a une frontière. Tabarnouche, non, c'est ça. Dis pas ça à un Belge. Hein? Mais c'est ça. Dis pas à un Belge que Jacques Brel est un chanteur français. T'as bien raison. Non, mais elle est là. Elle est là. Il est là, le cœur du débat. C'est que il faut se tourner la langue 95 fois pour essayer de trouver une réponse. Il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, de trop d'imagination pour trouver des réponses. Et moi, je pense qu'il faut aussi qu'on accepte que ça n'a rien à voir, non seulement avec les propos de Justin Trudeau en 2015, non seulement avec les 20 dernières années. Jean Chrétien disait, vous rappelez-vous, on n'est pas allé en Irak et les Américains sont allés en Irak. Voici la différence entre les Canadiens. Il y a plein de pays qui sont pas allés en Irak. Les Britanniques sont pas allés en Irak. Les Canadiens sont-ils des Britanniques? Oups. Ça date de bien plus longtemps que ça. Écoute, moi, je relisais dans ma bibliothèque il y a quelques jours parce que j'essayais de comprendre ce que c'est que le Canada. Et on pourrait me reprocher, à moi qui suis souverainiste, je le cache à personne, de me moquer un peu des Canadiens ces temps-ci, parce que ça fait des années que je dis qu'ils n'ont pas d'identité claire. Et là, c'est assez manifeste. Même les Canadiens le disent, Pierre. Il y a un historien canadien-anglais. Rappelons que Mark Carney est allé faire sa première entrevue aux États-Unis. C'est la preuve, c'est la meilleure place à faire entendre par les Canadiens anglais, aux États. Et quand on lui a demandé si le Canada allait devenir un 51e État, il en a ri. Il riait, parce que c'était un show humoristique, on le dira. Mais quand même, ce n'est pas une question drôle. C'est pas censé être drôle. On est censé être capable de regarder l'animateur en droit dans les yeux en disant on ne niaise pas que ça, nous autres. Sauf parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens. Oui, je sais que les sondages disent l'inverse, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de Canadiens qui voient un peu les États-Unis comme une mère patrie, comme la référence. En tout cas, au niveau culturel, c'est certainement le cas. Il y a beaucoup de provinces canadiennes où le taux de pénétration, par exemple, des bulletins de nouvelles américains est supérieur aux nouvelles de CTV, qui est un réseau canadien. Tu me devances, Pierre, parce qu'il y a un historien dans les années 80 qui a écrit un livre qui a finalement été réédité. La dernière édition du livre date de 98. Son nom, c'est Jack Lawrence Gradenstein. C'est un historien juif canadien. Et c'est pas important, mais il a écrit un livre qui s'appelait comment? Who Killed Canadian History? Et comme historien, il s'appuyait sur des données, des sondages, des témoignages de jeunes élèves dans les écoles secondaires canadiennes-anglaises. Il leur demandait qu'est-ce que vous regardez le soir à la télévision, qu'est-ce que vous lisez. En quelle année, ça? On est dans les années, donc l'enquête commence dans les années 80, le livre est publié dans les années 90. Justin Trudeau a mon âge à l'époque, là. Ça n'a rien à voir avec Justin Trudeau, ce qui se passe en ce moment, ou très peu. C'est un problème structurel au Canada. Les Canadiens regardent la télé américaine, écoutent de la musique américaine, tripent sur les États-Unis. Il y a quelques exceptions, mais le corpus essentiel, puis tout le monde le sait, là, combien de fois on a entendu que les autres Canadiens étaient jaloux de ce qu'on appelait à l'époque le star system québécois. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de gens qui regardaient les écrans en même temps. Encore aujourd'hui, on a encore des chiffres exceptionnels sur certaines émissions de télé. Mais c'est vrai pour une certaine génération. Pour la génération plus jeune, c'est les moins. Mais c'est ça qui est problématique. Mais moi, en ce moment, ce qui me préoccupe, c'est comment
se représenter auprès des États-Unis. Et je pense qu'on ne retrouvera pas une page forte, une image forte pour présenter le Canada. Il va falloir y aller de façon très collégiale, le plus coordonné possible. Paul Saint-Pierre Plamondon évoquait qu'il voulait voir une délégation du Québec avec des gens de tous les partis. Il y a des gens qui l'ont demandé. Jean-François Lisée l'a écrit d'ailleurs en disant, puis je le disais moi-même d'ailleurs pendant les fêtes avec Stéphanie Touga, le Canada doit se représenter avec des représentants de tous les partis et de tous les premiers ministres et des premières ministres de tous les territoires et provinces. Mais parce qu'on peut pas avec une personne qui les symbolise, cette personne-là, n'existe pas. Et je te rejoins en disant, et ce pays-là, monolithique, canadien, fier... C'est un mythe. C'est un mythe. C'est un mythe. Puis écoute, si l'heure est grave, et j'ose croire qu'elle l'est, alors, essayons pas d'inventer quelque chose qui n'a jamais fonctionné. Je veux dire, dès les années 60, les gens disaient l'Ouest a ses intérêts, l'Ontario, c'est l'automobile, le Canada, le Québec, c'est l'aluminium, c'est l'hydroélectricité. Bon, envoyons quelqu'un. Et c'est un geste nationaliste normal. Hein. Ça respecterait la logique de François Legault. Non, ça veut pas dire qu'il veut faire l'indépendance que d'envoyer quelqu'un qui dit « je représente les intérêts du Québec ». On a des bons négociateurs. On pourrait réveiller Lucien Bouchard. Oui, ben là, honnêtement, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Mais on a aussi un très beau réseau de représentants de Maisons du Québec un peu partout et qui, de toute évidence, semble très efficace. Écoute, en tout cas, ce qui est certain, c'est que en ce moment, là, l'heure est grave. Je veux pas avoir l'air de dire que la politique, c'est tout, mais en ce moment, là, on est mal barré pour se défendre comme il faut. Tout à fait. Puis je pense qu'à long terme et même à court ou à moyen terme, la solution, elle est très simple. Hein? C'est juste de se couper des intermédiaires. Un intermédiaire de trop, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. Alors tu t'enlèves un intermédiaire puis tu fais l'indépendance du Québec. Rémi, on va espérer que tout le monde va s'inspirer des propos de Paul Saint-Pierre Plamondon et de Jean-François Lisée. Merci. Salut. Cube.